Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Sur Data Driven 101, notre podcast, je reçois chaque semaine des professionnels d'horizons variés qui viennent nous partager leur vision, leurs convictions et leurs expériences. Aujourd'hui, je reçois Louis Thierry, docteur en machine learning, chercheur à l'INRIA sur des sujets de modélisation de l'océan et de la météo. Bonjour Louis. Salut Marc. Alors Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que vous faites à l'INRIA et sur ces sujets de modélisation océan et météo? Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'INRIA c'est un peu comme le CNRS, donc c'est un institut de recherche publique, mais qui est vraiment spécialisé sur les sciences et technologies du numérique. Et puisque l'océan et l'atmosphère sont modélisés sur des ordinateurs qui font des calculs, l'INRIA a plusieurs équipes de modélisation de l'océan et de l'atmosphère, dont l'équipe ANGE, qui est un acronyme de Analyse numérique géophysique environnement, dans lequel je travaille. Et moi, j'ai été recruté sur un projet qui s'appelle Océania. Donc le but, c'est d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour améliorer la modélisation de l'océan, pour y comprendre quelque chose. L'océan, c'est une des parties de la Terre qui est assez inconnu. Il y a beaucoup de fonds marins qu'on a assez peu vus. Il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de phénomènes physiques compliqués sur lesquels on a peu de données. Donc, il est probable que l'intelligence artificielle nous aide là-dessus, en fait. Alors, si on part du niveau actuel, la météo, qui nous parlera peut-être plus que les océans, c'est quoi le niveau de précision avec lequel on arrive à la prédire? C'est quoi l'état de l'art technologique aujourd'hui? Alors, la météo, c'est un système qui est sensible aux conditions initiales. Alors, en physique, on en connaît des très simples. Simplement, vous mettez une bille sur le sommet d'une bosse, vous essayez de la mettre pile au sommet, mais en pratique, vous la mettrez toujours d'un côté, elle va toujours être décalée, et en fait, elle va tomber d'un côté qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Même si on essaie précisément de la mettre au milieu, elle va toujours tomber un petit coup de vent. Donc, c'est un système qui, lui, est sensible aux conditions initiales, parce qu'un tout petit décalage du point de contact va la faire dévier dans une direction qu'on ne peut pas prédire. La météo, c'est un peu la même chose, mais l'horizon de temps, c'est 14 jours. Donc en fait, on sait qu'au bout de 14 jours, on ne pourra pas prédire précisément la météo. Donc c'est vraiment, ça c'est une difficulté du problème que tout le monde connaît. Il n'empêche qu'on peut faire plus ou moins bien là-dessus. Il y a typiquement, un exemple qui est assez intéressant, c'est l'ouragan Sandy qui a frappé la côte est des États-Unis en octobre 2013. Ça a été un gros sujet, et ça a fait ça a fait la gloire du Centre européen de météo. Du coup, cet ouragan, en fait, c'est un cyclone tropical. En général, les ouragans, les tempêtes naissent comme ça dans le golfe du Mexique, là où il y a des eaux trop chaudes. Et en fait, il s'est dirigé vers le nord avec une trajectoire assez peu habituelle. Et le Centre européen de météo, qui s'occupe de faire des prévisions globales pour l'ensemble des pays d'Europe, a prédit 6 jours avant sa trajectoire de façon assez juste, en fait. 6 jours avant, ils ont dit, attention aux Américains, attention, le cyclone arrive sur New York. Le modèle opérationnel américain ne prédisait une autre trajectoire, en fait, qui restait essentiellement au-dessus de l'océan, et du coup, ils les ont pas cru. Mais au fur et à mesure, le cyclone a continué d'avancer au-dessus de l'océan et a fini par se diriger vers New York, et le centre américain l'a prédit seulement 3-4 jours avant. 6 jours ou 3 jours pour évacuer la côte est américaine dans des endroits comme New York, Washington, etc. Ça change énormément la donne. Donc on peut faire plus ou moins bien, et d'ailleurs les gens maintenant regardent un peu tous ces modèles. Donc depuis cette étape, le Centre européen a la réputation d'être vraiment les meilleurs, d'être un peu l'état de l'art. Donc le principe, c'est que on cherche en fait à partir des observations qui sont de satellites, d'avions, de bateaux. On a des capteurs partout, des sondes aussi qui volent dans l'atmosphère. Rappelez-vous, je crois qu'il y a 2 ans, il y avait une sonde chinoise qui passait au-dessus des États-Unis, qui avait été abattue, qui était censée récolter des données météo. En réalité, il y en a un peu partout, qui sont collectées de façon centralisée. Et du coup, le monde de la météo connaît bien les problématiques de données et d'analyse statistique pour reconstruire en fait vraiment une image 3D de l'atmosphère avec température, pression, vapeur d'eau, eau précipitable, donc l'eau qui peut tomber, etc. Et une fois qu'on sait où on en est, ce qui est déjà un gros problème, on cherche en fait à prédire cette trajectoire. Donc on sait qu'au-delà d'un horizon de 14 jours, ça n'a pas tellement de sens, mais typiquement on voit qu'à 6, 7, 8, 10 jours, dans cette période charnière, c'est vraiment là que potentiellement on peut avoir un impact. Et pour les événements rares comme des tempêtes qui nécessitent l'évacuation d'une ville, c'est absolument central, Ok, alors du coup, dans le domaine météo,
dans les océans. Quel genre de data est-ce qu'on a, de quoi on parle quand on parle de la donnée ici? Alors du coup, il y a vraiment deux écoles en fait. Du point de vue vraiment donc il y a depuis longtemps une communauté d'observation en météo. Par exemple, quand à la fac de Jussieu dans laquelle je travaille, parce que je suis aussi rattaché à la fac, donc je suis sur Sorbonne Université. Maintenant, et vous avez le laboratoire de météorologie dynamique qui s'intéresse à la modélisation un peu physique de la météo, mais le LATMO, qui est un laboratoire d'observation de l'atmosphère, qui travaille sur les données, donc sur les capteurs. Comment est-ce que fonctionnent les satellites, comment est-ce que fonctionnent les différents capteurs, des problèmes de transmission de données, des problèmes de bruit des données, de données corrompues, etc. Donc ça fait très longtemps. Maintenant, pour les gens qui viennent du machine learning, ces données-là sont pas directement exploitables. Donc, on est en train de voir, en fait, sans trop de surprise, hein, pour nous, je dirais, mais un peu aussi pour le grand public, une révolution apportée par l'IA en météo. Et ces gens-là ont plutôt l'habitude de travailler avec des données complètes, des données reconstruites, en fait. Donc, eux, leurs données, pour les gens en machine learning, c'est vraiment une image 3D de l'atmosphère qui a été reconstruite. On ne sait pas encore, en fait, apprendre à partir de données partielles. C'est comme si vous demandiez aux gens qui font de la reconnaissance d'image de reconnaître un chat à partir de 20% des pixels. Donc voilà, il y a deux grandes catégories de données. Il y a vraiment les observations qui sont utilisées, comme je vous disais, dans les centres opérationnels pour reconstruire l'état actuel. Et ces reconstructions sont stockées et peuvent servir ensuite pour les gens qui veulent faire du machine learning. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que le machine learning peut apporter à la météo par rapport à, on va dire, si je fais un pas en arrière, bon, c'est de la physique. On va dire, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas fait de physique depuis longtemps, c'est quoi les limites qui font que le machine learning a quelque chose d'intéressant à apporter, alors même qu'on connaît les lois de la physique, on pourrait se dire qu'on va tout faire avec du calcul. Alors, dans la météo, donc je disais qu'on a cet horizon en fait à 14 jours, mais il y a aussi des phénomènes météorologiques qui ont un impact beaucoup plus long. Par exemple, il y a le phénomène El Niño dont on parle souvent. Qu'est-ce que c'est El Niño? En fait, c'est une anomalie de température au sud-est du Pacifique, donc au large du Chili. Typiquement, on observe que là, on a une température très chaude de l'océan par rapport à la normale. Et ça a un impact en fait sur le climat en Amérique du Sud. Et on est un peu en train de se rendre compte potentiellement aussi en Méditerranée. Enfin, sur une échelle très grande de la Terre et à plusieurs mois, on sait dire que l'été va être sec dans le Mexique et au sud des États-Unis. Donc, qui sont historiquement, d'ailleurs, on appelle ça El Niño parce que ça arrive autour de Noël, en fait, naissance de petit enfant Jésus, donc El Niño en espagnol. Donc, il y a aussi, en fait, dans les connaissances, des phénomènes qui sont vraiment statistiques, en dehors de ça. Quand on pense à des phénomènes statistiques, on se dit que l'IA va clairement pouvoir apporter. Maintenant, comme on a vu, le centre européen est capable de prédire mieux la trajectoire d'un cyclone que le centre américain, et on se dit, est-ce que le machine learning pourrait nous apprendre sur le court terme, à 6, 7, 8, 10 jours, à apprendre des corrections de cette trajectoire. Voilà, à savoir, donc, cette fameuse bille qui, au bout de 14 jours, va dévier, on ne sait pas trop où. Est-ce qu'on pourrait avoir une direction plus précise? Donc, là-dedans aussi, d'apprendre des corrections. Ça paraît raisonnable parce que ces équations de la physique, en fait, sont très compliquées. Ça mélange à la fois de la physique, de la mécanique des fluides, qui sont des équations très compliquées. Ça mélange aussi des équations de la thermique, en fait, parce que l'atmosphère est une machine thermique. C'est le fait que l'atmosphère soit chauffée par le soleil, elle est plus chauffée à l'équateur qu'au niveau des pôles. Et un peu comme dans un moteur, vous avez de la chaleur qui se met à créer de l'énergie mécanique. L'atmosphère, c'est un peu pareil. Vous avez des changements de phase. Comment est-ce que l'eau passe de la vapeur à la pluie, à la glace? Comment est-ce que tous ces transferts se font? L'interaction avec le rayonnement, c'est vraiment super compliqué. Et il y a un certain nombre d'approximations assez grossières que les gens sont obligés de faire. On peut pas résoudre exactement toute la physique. Et là, on se dit que sur les approximations grossières qu'on aura fait, il est clair que le machine learning va pouvoir aider. Et le dernier point, c'est dans cette reconstruction de l'instantané. Comme je vous disais au début, pour évaluer cette trajectoire, on doit reconstruire l'image à l'instant T de l'atmosphère. Et là, on a vu en images, donc typiquement, les gens qui font de l'IRM, à vrai dire, ont le même problème. Hein. Ils ont en fait des mesures partielles de l'intérieur de notre cerveau via des capteurs magnétiques un peu compliqués. Ils doivent reconstruire cette image en 3D du cerveau. Là, l'IA a fait des progrès spectaculaires en reconstruction de ces images. Probablement que ça va être la même chose pour l'atmo, en fait. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret dans le détail d'usage du machine learning sur ce domaine météo? Alors, un exemple concret, en fait, on a depuis 2022 une série de publications qui, en fait, ont utilisé
des données du coup reconstruites, les centres météo, à chaque fois qu'ils résolvent ce problème à tous les jours en fait de reconstruction de l'état d'atmosphère, ils stockent ces données pour faire après coup des réanalyses, pour voir où est-ce qu'on s'est trompé, typiquement quand il y a une catastrophe qu'on n'a pas su prédire. Le Centre européen a publié cette grosse base de données qui s'appelle ERA5, et depuis 2 ans, donc il y a beaucoup de grosses boîtes de tech, d'ailleurs c'est assez marrant, beaucoup d'universités, de grosses boîtes de tech américaines, mais également d'universités chinoises, et de grosses boîtes de tech chinoises comme Huawei ou Alibaba par exemple, qui publient massivement sur le sujet, et qui du coup en fait prennent en entrée la condition initiale qui est donnée par les centres météo, qui soit est en libre accès, soit l'achètent, et font en fait tourner des prévisions météo auxquelles on a accès. Je sais que Google, sur la prévision météo de la précipitation, a mis en prod un produit qui est basé d'un papier qui s'appelle MetNet 3 sur précisément la précipitation. Et sur le site du Centre européen de météo, eux, en fait, ont repris les codes qui ont été publiés par ces boîtes de systèmes de machine learning pour les prévisions. Et en fait, les gens, tout un chacun peut aller regarder concrètement ces prévisions. Donc, sur un aspect très concret, ces modèles tournent en opérationnel et sont capables en fait de faire des prévisions météo qui sont plutôt bonnes. Alors elles ont quelques problèmes, notamment sur les extrêmes, elles sont pas aussi précises, sachant qu'en météo c'est un vrai sujet. Et donc pour le côté très concret, on en est là, et bon, les centres européens de météo qui sont vraiment dans un processus d'amélioration continue commencent à intégrer des techniques de machine learning pour notamment en fait. Un dernier truc dont je n'ai pas parlé en météo, c'est qu'on a des calculs qui sont faits. Et ensuite, dans tous les centres météo, il y a des prévisionnistes qui sont des gens en fait, qui ont une vraie connaissance du domaine, un vrai know-how, comme disent les Anglais, et qui prennent les sorties de modèles, donc différents scénarios. Les modèles, en général, produisent différents scénarios, et qui les regardent, en fait, vraiment avec un œil d'expert, pour détecter les fronts qui seraient capables de partir en situation orageuse un peu instable, les orages. Pour tous ceux qui sont allés en été dans le sud de la France, ça peut arriver très vite et de façon assez imprévisible. Les prévisionnistes le savent, et là-dessus, on a déjà en fait cette connaissance. Et je crois qu'ils sont déjà de plus en plus aidés par tout un tas d'outils de machine learning qui segmentent un peu les images pour leur dire voilà où sont les fronts, voilà où sont les possibles instabilités, pour les aider en fait dans cette démarche. Alors sur les algos d'IA eux-mêmes, ça va être quoi les algos les plus utiles justement dans le domaine de la météo? Quelles vont être les familles d'algos? Est-ce que c'est plutôt de la série temporelle? Est-ce que c'est plutôt des algos d'images? Alors, on s'est beaucoup inspiré de l'image en météo. On a pris beaucoup de techniques de type UNet pour générer, en fait. Donc, on voit vraiment... on projette en fait, l'atmosphère, son état global, il est sur la sphère. On fait une projection planisphère, comme on a vu à l'école. Donc, on représente ça comme une espèce de grosse image 3D avec un certain nombre de points. Donc, en gros, la base de données de référence, c'est du 25e de degré. Ça fait une image de 1400 par 700 pixels sur l'horizontale et à 137 niveaux verticaux qu'on multiplie par un certain nombre de variables, donc la pression, l'humidité, etc. Comment est-ce qu'on les a, ces informations? Alors, c'est la fameuse base de données qu'a publié en fait le Centre européen ERA5, qui est l'équivalent de les bases de données ImageNet, par exemple, pour l'image. Et ça, sans eux, les techniques de machine learning auraient mis beaucoup plus de temps à se développer, en fait. Ça aurait été très isolé. Mais quel capteur? Tu dis qu'il y a 137 niveaux. Comment est-ce qu'on capte sur 137 niveaux? C'est justement donc pardon si j'ai pas été clair au début, mais c'est justement le gros sujet tous les jours en fait de la météo, c'est qu'on n'a pas de capteurs sur 137 niveaux verticaux. On a des avions qui volent à 12 km, on a quelques sondes qui sont à 3 km, on a des mesures qui sont très partielles en fait. Cette grosse image en pratique, on voit que quelques pixels. D'accord. À peu près 10%, même pas 10%. Et tous les jours en fait, les centres opérationnels de météo reconstruisent à partir de ces 10% de pixels cette grosse image 3D. Ils stockent ça au fur et à mesure, et surtout ils utilisent ça en fait comme donnée initiale pour faire en fait des prévisions. Donc ce gros travail-là, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment capable de le faire, mais quand on lui donne ça, quand on donne toutes ces images, on est capable en fait, en réutilisant des techniques de vision, de faire des modèles de forecast. Et sinon, c'est ce qu'on appelle des modèles autorégressifs, c'est-à-dire qu'ils prennent l'état à l'instant T et ils prédisent en fait l'état à l'instant T plus 2 heures ou T plus 6 heures, et comme ça en fait on peut
en prenant la prédiction, on peut comme ça les faire tourner sur une dizaine de jours de façon itérative. Oui, parce que j'ai l'impression que finalement, donc tu nous parles de modélisation de l'atmosphère, de météo à l'échelle de la planète et une prévision impossible au-delà de 14 jours. À une échelle beaucoup plus petite, est-ce qu'on ferait les choses différemment? Par exemple, je pense à Roland-Garros et à la prédiction quasiment de l'ordre de la minute de la pluie qui va arriver. C'est des choses qui n'ont rien à voir? Alors, on a un peu les mêmes problèmes. On a parfois d'ailleurs des temps de divergence qui peuvent être un peu plus courts, typiquement en montagne, enfin dans des zones comme ça, dans des régions un peu plus locales. Et le principe dans ces cas-là, c'est qu'il faut avoir de l'information à plus grande échelle. Par exemple, les gens qui font sur le Roland-Garros, ils ont besoin d'avoir les nuages sur toute la France à peu près 3 heures avant, parce que les nuages, ça peut aller très vite, ça peut aller jusqu'à 300 km/h. De la même façon, les gens chez Météo France qui font au niveau de la France ont besoin des modèles globaux au niveau qui sont produits par le Centre européen de météo, parce que par exemple, la tempête Ciarán qui nous a heurté en novembre dernier, là où on avait des vents importants, elle se formait 2-3 jours avant d'atteindre la France, elle se formait au large des Terre-Neuve, au large du Canada, en fait, au sud de la mer. Et après, à l'époque, je crois que le jet stream, donc en altitude, ça montait à 300-400 km/h. Donc ça arrive très vite. De la même façon, quand on a des vents importants, la prévision dans l'heure à Roland-Garros dépend en fait d'un truc autour. Et donc dans ces cas-là, en fait, il faut faire une modélisation à plusieurs échelles. Donc on a le modèle global qui permet ensuite de faire des prévisions au niveau de la France. Ces prévisions de la France permettent de faire des prévisions régionales et enfin jusqu'à un modèle très local pour Roland-Garros, par exemple. D'accord. Alors, est-ce que tu as des exemples de grands verrous, de grands obstacles que vous avez dû surmonter dans vos travaux? Un obstacle qui est quand même assez général dans ce domaine, c'est l'obstacle des données. Comme on disait, c'est-à-dire qu'on a cette grosse base de données qui est sur l'atmosphère globale, donc qui permet de faire... On a énormément de publications sur ce sujet-là, donc vraiment prédire l'état global avec une résolution d'à peu près 25 km. Quand on a 1400 points comme ça sur la Terre, on a un point tous les 25 km, donc c'est un modèle qui est très grossier. Donc typiquement sur la région Île-de-France, on a un seul point, quoi. On n'a pas les variations autour de Paris, quoi. C'est très grossier. Donc le gros verrou que les gens ont, c'est la production de la donnée. On a vu récemment donc une publication d'NVIDIA sur Taïwan, et là pour le coup, ils ont récupéré des données du centre taïwanais qui avait stocké, qui pour le coup sont pas publiées en open source, donc ils ont pu faire ce travail grâce à un accord. Donc le gros verrou aujourd'hui, c'est les données, quoi. Tout le monde, beaucoup de gens en fait, mais même des petits groupes universitaires en Chine, avec pas forcément énormément de moyens, sont capables de rivaliser avec les meilleurs sur la prévision de l'atmo globale parce qu'il y a ces données. Sur les modèles locaux, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus que c'est allé tellement vite que je pense que le Centre européen, je ne sais pas s'ils regrettent d'avoir publié ces données. Ils ont gardé des données de plus haute résolution et de meilleure qualité maison, mais c'est vrai que c'est allé très très vite et je pense que ça doit un peu grincer des dents là-bas parce que ils arrivent en fait sur certaines métriques à faire beaucoup mieux que le Centre européen en très peu de temps, bien sûr en ayant besoin de ces données. Et je pense que ça a un peu refroidi un certain nombre de gens qui voudraient publier ces données. Donc je sais pas, je crois que Météo France avait plutôt une stratégie d'ouverture des données progressivement. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je sais pas, mais voilà, c'est le vrai verrou sur ce sujet. Les gens qui travaillent en images ou en texte, vous avez des bases de données absolument énormes qui sont disponibles assez facilement, Déjà open source avec peu de restrictions de droit d'usage, quelques bases de données payantes en fait qui viennent compléter ça. Donc on est un peu dans le régime du pauvre des données et ça limite concrètement ce qu'on est capable de faire. Ouais. Tu parles beaucoup des travaux américains, chinois. Tu nous as parlé des travaux européens en 2013, donc qui avaient prédit l'ouragan 6 jours avant. C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui on va dire des avancées? Est-ce qu'il y a une prépondérance, comme tu as l'air de le souligner sur les travaux américains et chinois? Est-ce qu'aujourd'hui les Européens sont encore dans la course? Alors sur le volet des publications, c'est clairement majoritairement donc des groupes, typiquement Google a 2 ou 3 équipes d'ailleurs qui sont en compétition en interne. En Chine, on a beaucoup le Shanghai AI Lab, on a l'université de Tsinghua, on a Huawei, Nvidia aussi publie beaucoup sur ce sujet, Microsoft aussi a fait une publication là-dessus. Alors le Centre européen a été très réactif par contre là-dessus, c'est-à-dire que
déjà, il y a un certain nombre de personnes du Centre européen qui sont co-auteurs de ces publications, chez Google, chez Nvidia également. Ils sont dans une logique de collaborer parce que, à l'opposé, on est encore dans une période où donc ces boîtes publient les codes avec ces publications et le Centre européen a très vite réapproprié ces codes, et comme c'est vraiment eux qui sont capables de générer en fait l'image 3D à n'importe quel instant, c'est eux qui sont vraiment le plus à même de faire tourner en fait ces modèles opérationnels. Donc c'est ce qu'ils ont fait en fait, et ça très vite. Donc le papier GraphCast de DeepMind qui a été publié dans Science en novembre avait été publié sur une archive en ligne en décembre 2022. Le code avait été sorti 4-5 mois plus tard, autour de mai-juin, et le Centre européen l'a implémenté en octobre, et ses prévisions, donc avec ce modèle, sont déjà disponibles. Donc ils sont très réactifs, et du coup, ils sont en train de monter une équipe là-dessus qui est très sérieuse. Au niveau des publications, je pense que... Je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils ont vu cette stratégie. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, ils ont publié ces données, l'air de dire amusez-vous avec, ce que les gens ont fait de façon avec beaucoup de réussite. Et ils sont un peu en train de récupérer ces idées avec une stratégie là-dessus qui se tient tout à fait. Et ça bénéficie à l'ensemble des pays qui se sont mis d'accord en fait pour collaborer pour ce centre européen, dont Météo France en fait, qui potentiellement vont bénéficier de toutes ces avancées. Donc là-dessus, c'est assez sioux en fait de leur part, sachant que ils ont publié cette base de données avec une résolution de 25 km sur la Terre. Ils en ont, eux, une en interne avec une résolution de 10 km qui sont réputés d'être bien meilleure qualité, qui n'ont pas publié, en fait. Donc, potentiellement, ils ont là-dessus un énorme avantage sur ce verrou, en fait, qui bloque un peu tout le monde. Ouais. Maintenant, voilà, c'est quand même beaucoup des technos qui sont publiés avec, donc c'est des codes de Google, donc ça tourne en JAX, ça tourne bien sur les puces TPU de Google, donc je pense que ça vient un peu mitiger ça. D'accord. Tiens, je refais un peu un aller-retour entre les différentes échelles. Hein. Là, tu me parles de données à l'échelle de la planète, cette fameuse résolution très, très grosse. Hein. Au niveau de la petite résolution, question très pragmatique. Dans des missions passées avec des clients, j'ai eu besoin d'aller chercher de la donnée météo, etc. C'est une donnée, il y a beaucoup d'API qui proposent les météos. Voilà, tel jour à telle heure dans telle ville, il faisait tant de degrés. C'est pas très fiable. C'est pas très bien documenté qu'est-ce qui est fiable ou qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme source de données météo, sachant que ça peut représenter des volumes de données assez conséquents assez vite, pour quelque chose d'assez micro, à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'heure. Eh bien, en fait, je pense que c'est essentiellement toutes ces données des sorties de modèles en fait de centres opérationnels, dont Météo France qui vend en fait ces modèles les plus haute résolution, qui les vend en fait à des providers qui ensuite les revendent. Mais en gros, on a vraiment deux types de données. On a des données brutes capteurs. Donc là, c'est est-ce qu'il y a une station météo à cet endroit-là et est-ce qu'elle publie ces données. Donc il y a un site qui s'appelle Wonderground qui collecte tout un tas de stations météo. Il y a des particuliers, à vrai dire, en fait, qui installent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez installer une station météo chez vous et publier les données en open access sur un réseau en fait qui permet aussi à toutes les institutions de météo en fait de s'améliorer, notamment pour faire de l'analyse a posteriori. Est-ce qu'on a bien prédit à cet endroit-là? Par exemple, mon beau-père qui habite dans un coin paumé de la Normandie, le village d'à côté, il y a un type qui a une station météo comme ça. Et on a un relevé comme ça très précis de ce qu'il a plu, du relevé de précipitation. Mais après, bon, si on est en fait entre trois météos, on voit bien que juste faire la moyenne entre les trois les plus proches, c'est pas raisonnable, ne serait-ce que si elles sont à 50 km. Et dans ce cas-là, ces données météo, en fait, elles ont été digérées par un système de complétion, c'est ce que je racontais tout à l'heure. On a ces quelques pixels à droite à gauche. On essaie de reconstruire entre ces pixels, sachant que localement, parfois, on a des effets qui sont très, très compliqués. Donc, il y a un vrai problème de fiabilité là-dessus. Et d'ouverture de ces données aussi, à vrai dire. Météo France, c'est un institut qui gagne de l'argent, à qui on a demandé d'ailleurs d'en gagner dans les années 2000. Alors, je ne sais pas bien exactement comment ça s'est passé, mais il n'y a pas vraiment une politique d'open data généralement, mais essentiellement parce que c'est un problème compliqué qui coûte cher et du coup, c'est un peu compliqué de les donner comme ça gratuitement. Mais effectivement, au niveau local, je pense qu'il y a potentiellement un impact énorme du machine learning. Le problème, c'est comme il n'y a pas vraiment de benchmark de référence, comme ces données RA5 sur la planète, on n'a pas pu encore voir l'impact potentiel de l'IA, parce c'est tous ces gros groupes qui sont très forts n'ont pas pu appliquer un peu leur moulinette, leur méthodo qui est super efficace pour évaluer les gains possibles.
Ouais. Sur les phénomènes locaux, parfois c'est quand même très dépendant. Hein. Je veux dire, on a l'impact typiquement de la végétation peut être énorme. Ouais. Ça, je serais très surpris de voir en termes d'ordre de grandeur qu'est-ce qu'on gagne sur des modèles locaux. Ouais. Est-ce que vos travaux machine learning pourraient être généralisés à d'autres situations, à d'autres problèmes? Cette approche, oui, je pense qu'elle peut être généralisée à d'autres problèmes. Notamment, la météo, c'est un domaine qui intéresse beaucoup l'armée, parce que ça a des impacts énormes. Et je crois bien que dans le cadre de la guerre en Ukraine récemment, la météo a eu beaucoup d'impact sur l'avancée des chars à un moment. En tout cas, voilà, ça c'est quelque chose qui regarde beaucoup l'armée. Mais dans le genre de problèmes comme ça, où vous avez des observations partielles, comment est-ce que vous détectez par exemple un sous-marin sous la mer? Vous envoyez des ondes en fait dans la mer et vous regardez comment est-ce que vous les recevez dans d'autres capteurs. On a un peu le même problème, en fait, ça s'appelle les problèmes inverses en général. Vous avez quelques données partielles, un système physique, et vous cherchez à reconstruire l'état global. Donc, dans cette catégorie des problèmes inverses, basés sur la physique, la météo est en train d'apporter une vision particulière, c'est la vision des modèles hybrides. Il y a notamment un papier de Google qui s'appelle Neural GCM, que moi personnellement j'ai beaucoup aimé, qui date d'octobre dernier, où ils ont fait vraiment un modèle hybride entre des équations physiques et du machine learning. Ce qui n'est pas si fréquent que ça en machine learning. Pour l'instant, on est plutôt dans l'approche où les gens font des approches pure data, donc vraiment avec que du modèle, quelques a priori généraux qui viennent influencer un peu l'architecture, mais voilà, à la marge, c'est vraiment, on a des données, un modèle entrée-sortie. Et là, on commence à avoir des vrais modèles hybrides physique machine learning qui sont en train de vraiment très bien marcher sur des données, sur des cas réels. Ce papier, notamment, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que donc ils entraînent un modèle météo pour faire de la prévision à court terme, sur prévision à 6-10 jours. Et en fait, ce modèle qui est prévu pour tourner 6-10 jours, en fait, il fonctionne de façon autorégressive, comme j'expliquais, donc il fait un pas en avant, et puis il peut faire comme ça un certain nombre de pas en avant, mais les autres modèles qui sont entraînés comme ça, au bout de 10-15 jours, les prévisions commencent à être assez irréalistes, et au bout de 30 jours, ça n'a aucun sens physiquement, en fait. Ouais. Là, on a un modèle qui est entraîné sur 7 jours et capable de tourner pendant 40 ans. En tout cas, ils ont fait une expérience où ils ont lancé comme ça 40 simulations. Il y en a 2/3 qui ont tenu jusqu'à 40 ans et qui donnent en fait des climatologies, parce que donc des moyennes sur 40 ans, on appelle ça des climatologies, parce que ça informe sur les évolutions potentielles du climat qui sont parfois assez fines, en fait, assez justes, qui correspondent en tout cas aux données de référence. Donc cette base de données RA5, on a des données de début des années 80 à la fin des années 2010 qui reproduit en fait les tendances notamment de réchauffement, de variation de précipitation sur cette période. Donc ça, c'est vraiment, moi, le truc qui m'a personnellement impressionné. Sur 7 jours Sur 7 jours. Un entraînement sur 7 jours et une prédiction du réchauffement... Sur 40 ans, ouais. Sur 40 ans. Alors, elle n'est pas exacte, mais on voit en fait dans les tendances statistiques, on voit des tendances qui, qualitativement, sont bonnes. On n'est pas sur exactement les bons chiffres, hein. Au niveau du quantitatif, c'est pas exact, mais ça, et je crois que ça en a surpris plus d'un. Comment c'est possible? Parce que l'input du réchauffement climatique, a priori, c'est les gaz à effet de serre. Est-ce que les teneurs en gaz à effet de serre font partie des inputs du modèle, du coup? Non, il semblerait que donc, ce modèle qui est là pour apprendre une correction du modèle physique est en quelque sorte vu dans les données qu'il y avait une tendance au réchauffement. Déjà, sur 7 jours, il a déjà vu une tendance. C'est en tout cas bon. Sachant qu'il a été entraîné sur toute une base de données qui couvre 40 ans, donc il peut y avoir aussi des effets de l'entraînement là-dessus. D'accord. Alors c'est toujours compliqué d'ouvrir la boîte noire en machine learning, hein, de savoir qu'est-ce qui se passe derrière le fait que si on a par exemple le phénomène des spurious correlation. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote qui est rigolote, mais un système de reconnaissance d'image qui reconnaît très bien les tanches, qui sont des gros poissons. Et quand on regarde quels sont les endroits de l'image qui sont les plus importants, c'est les doigts du pêcheur en fait, qui sont sur la tanche, parce que statistiquement, les photos de tanche que vous voyez sur Internet, c'est un pêcheur qui est très fier de sa prise. Ouais. Du coup, c'est à travers les petits doigts, en fait, ces petits patchs d'image avec des doigts qui dépassent sur un fond gris, marron de couleur de tanche, qui sont les plus significatifs, quoi. Il est possible qu'il y ait des spurious correlations comme ça, en fait, qu'il ait capturé une espèce de tendance sur la base de données qu'il arrive à reproduire comme ça sur des simulations. On ne sait pas bien pourquoi, mais voilà, grosse surprise. C'est probablement le fait qu'on ait mis de la physique quand même qui permet de stabiliser tout ça, parce que les équations de la physique, c'est pas n'importe quoi, l'énergie est à peu près conservée,
Si vous avez des systèmes qui ne conservent pas l'énergie ou qui injectent un peu d'énergie ou qui en enlèvent au bout sur 15 jours, sur un an, vous avez complètement changé l'énergie. Vous avez des prédictions qui n'ont absolument aucun sens, quoi. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ce travail ? Ce que j'aime bien, c'est justement ce côté interdisciplinaire. Parce que voilà, on commence à avoir des techniques hybrides, physiques, IA. Les données elles-mêmes, en fait, viennent de systèmes de prévision du temps qui font du dialogue, et ça depuis des dizaines d'années, en fait, entre les données et la physique. Donc c'est déjà une communauté qui est assez riche, parce que vous avez des gens qui envoient des satellites dans l'espace pour mesurer les nuages, tout un tas de données, des gens qui envoient des sondes, qui dialoguent en fait en permanence avec des météorologues. Donc c'est déjà une communauté, la météo, qui est très très multidisciplinaire, en fait, des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens. Et là, en plus, on arrive, c'est un peu le choc des cultures aussi, hein, parce que les gens en IA, ils arrivent, souvent ils disent bon, on va remplacer ça par du machine learning. Ça tendance à les crisper un peu, mais je trouve que cet échange, il est vraiment intéressant, en fait, parce que, en fait, déjà, on va apprendre avec ces gens-là des choses sur la prédictibilité de la météo, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un, par machine learning, fait mieux que vous sur 11 jours, ça veut dire que probablement que vous pouvez faire mieux sur 11 jours. Et ça a tendance à dire, ah, là, on a vraiment quelque chose à gagner, ou notamment sur cette variable, par exemple sur la précipitation. Ah ben en fait, jusqu'à 12 jours, on peut avoir des valeurs cohérentes. Le machine learning l'a prouvé, donc potentiellement, on pourrait le faire. Donc ça peut vraiment apporter une motivation. Et inversement, comme on voit, les gens qui font du pur machine learning, ils ont des prévisions précises, mais qui sont pas très stables. Et quand ils discutent avec des physiciens, ils arrivent avec ce truc un peu surprenant, que je comprends toujours pas, de modèle entraîné sur 7 jours et qui est stable sur 40 ans. Et voilà, ça c'est vraiment super, super riche. Et je pense qu'il en sortira de très bonnes idées. De l'autre côté, qu'est-ce qui est le plus pénible dans ce milieu ? Je pense que c'est un peu le revers de la médaille, c'est que les communautés scientifiques ont parfois des côtés un peu claniques, un peu grégaires, et que quand on est au milieu de tout ça, on est plus sous un parapluie, quoi. On est un peu sans casquette. Ça, c'est vrai que ça a tendance un peu à perturber les gens. Et puis bon, déjà, quand on dit qu'on a fait du machine learning, on peut avoir un peu l'a priori. Ah oui, donc toi, tu penses qu'on va remplacer toute la science. Enfin, c'est le genre de truc qu'on ressent, en fait. J'évite de dire que j'ai fait une thèse en machine learning. En fait, je le dis un peu plus tard. Donc, les gens, en général, sont agréablement surpris. C'est ah, tu t'intéresses à la physique alors que tu as fait du machine learning. Ça, je sens que ça peut crisper. Et inversement, en fait, les gens de machine learning, quand on dit qu'on fait de la modélisation physique aussi, qu'on cherche à résoudre des équations, ils te disent non, mais Coco, c'est has-been de résoudre des équations. Maintenant, c'est l'IA qui va tout apprendre, quoi. Donc, qu'est-ce que tu perds ton temps, quoi. Donc il y a ce côté un peu, voilà, et en plus c'est des choses qu'on voit beaucoup, donc le côté, on se sent un peu seul. Moi après je pense que c'est un peu mon tempérament, je pense que c'est vraiment à travers en discutant avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, qu'on est obligé de bétonner ce qu'on a à dire, en fait. Et ça rend intelligent, quoi. Alors que bon, être au sein d'une communauté où ils pensent tous pareil et dire oui je suis d'accord avec vous, bon, ça mange pas de pain et puis ça aide pas trop à réfléchir, quoi. Alors est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? À vrai dire, j'en ai deux. Enfin, la première série d'anecdotes, c'est qu'en fait, on entend dire qu'il y a une espèce d'émulation de compétition qui est en train de se mettre en place, aussi bien chez Google, parce que comme je disais, Google, donc il y a chez DeepMind, c'est plutôt pure data. Il y a l'équipe de Michael Brenner chez Google Research, donc lui, Michael Brenner est prof à Harvard, qui ont publié ce fameux Neural GCM qui pense que il faut inclure de la physique. Et on m'a rapporté des conversations à des confs où les uns les autres disent, ceux qui sont pure data, dire non mais eux avec leur physique, ça va pas marcher leur truc, on va faire mieux qu'eux. Et inversement, ceux qui mettent un peu de physique disent non mais comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut tout apprendre dans un contexte de changement climatique ? Je veux dire, on a les statistiques qui sont en train d'évoluer. Comment est-ce qu'on peut penser que l'IA pourront aussi pour les études climatiques, hein, je veux dire, le machine learning est sérieusement envisagé pour les études climatiques. Là, c'est vrai qu'avec le recul qu'on a sur 40 ans, bon, si on a un modèle qui reproduit une tendance de réchauffement climatique constante sur 40 ans, on va pas apprendre grand-chose, si ce n'est qu'il va nous prédire que ça va continuer à augmenter linéairement. Or, toute l'incertitude est de savoir, est-ce que le réchauffement va plutôt exploser, est-ce qu'il va plutôt stabiliser, etc. C'est vraiment des questions assez fines qui nous intéressent. Donc, on a ça à la fois dans les grosses boîtes, mais aussi au centre européen, paraît-il. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui veulent faire du machine learning en même temps que la physique, des équipes qui veulent faire tout ça. Et on a cette espèce de compétition qui est, à mon avis, qui est assez bénéfique, en fait, qui va se mettre en place. Donc, à mon avis, ça va... Quand on a cette émulation, ça risque d'accélérer, quoi. Et ça, c'est assez chouette. L'autre truc, c'est que dans la communauté climatique, les gens ont pas mal changé d'avis. Je me rappelle avoir une conversation en janvier dernier avec
avec des gens de la communauté climat, en fait, où je leur avais dit, mais vous savez, moi, j'ai fait un stage personnellement chez DeepMind, donc une succursale de recherche de Google. Ces gens qui sont très pragmatiques. Donc, tous ces premiers travaux, donc il y avait une première salve de travaux en 2022 qui avait des bons résultats, mais qui avait un certain nombre de problèmes, notamment le fait que c'était sur le long terme, les prédictions n'étaient pas du tout stables. Donc, les gens qui faisaient des études climatiques disaient, bon, bah, nous, ça ne nous concerne pas. Le fait que les prédictions étaient assez floutées au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, parce que c'est des systèmes qui cherchent à prédire en moyenne et qui, du coup, ont intérêt à être conservatifs, en fait, donc à faire des prédictions assez molles, assez vite. Et le fait que sur les extrêmes aussi, ils étaient plutôt moins bons, j'aurais dit, mais à mon avis, ils ont bien identifié ces problèmes, d'autant qu'à mon avis, vous leur avez pas mal répété, quoi. Parce que eux, pour le coup, sont allés présenter leurs travaux aux climatologues, leur dire, bon, qu'est-ce qui vous dérange dans nos modèles? Et je leur ai dit, je ne serais pas étonné que dans 6-7 mois, vous ayez une deuxième salve de publication où ils aient réglé une partie des problèmes. Parce que c'est des gens qui vont très vite et ils ont une méthodologie qui marche bien, quoi. Surtout quand vous leur donnez des scores ou en tout cas quand vous identifiez précisément des choses à améliorer, vous allez voir, ils vont très vite. Et à l'époque, ça les avait fait marrer. Ils étaient là, ouais, c'est ça. Enfin, Et justement, ce fameux papier neural GCM, quand ils l'ont vu, à ce moment-là, j'ai été recontacté par ces chercheurs. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut en discuter avec toi? Parce que c'est vrai que tu avais un peu vu le truc venir. Et là, ça les faisait moins rigoler, quoi. Donc, ils se sont un peu rendus compte. Ils avaient un peu cette posture de oui, bon, notamment dans la communauté climatique. Météo, je pense qu'ils ont réagi assez vite. Ils se sont dit, oula, ça va, ça va chauffer, quoi. Communauté climatique, ils se sentaient un peu à l'abri, en disant, oui, bon, 15 jours, c'est pas du climat. Les types, enfin, même moi, j'ai été surpris par j'étais un peu prévenu, quoi. Je sais qu'ils sont. Oui, c'est assez similaire à ce qu'on a assez souvent dans l'IA, et on pourrait parler de ChatGPT et voilà, c'est cette impression que en prédisant le mot suivant, en se basant sur des statistiques, bon, ça va être rigolo 2 minutes, mais ça va rien faire de révolutionnaire. Et puis ChatGPT est sorti et ça a mis quelques claques. Ouais, c'est une sacrée claque, quoi. Bah ouais, là, je pense que ça a été un peu la même chose. Alors, il y a un truc qui est quand même qui reste profondément sympa dans cette collaboration et cet échange, c'est que les données viennent encore de cette communauté de physique, etc., donc qui dialogue. Donc, je pense qu'ils ont vraiment intérêt, en fait, à dialoguer. Là où je pense que dans le texte, ça a été plus délicat, en fait, sur la communauté un peu classique qui utilisait les techniques un peu d'analyse formelle, où ils essayaient de modéliser la grammaire comme un système formel, avec des techniques de lambda calcul, techniques très théoriques, en fait, où on essayait de faire une modélisation presque mathématique avec un système de règles, en fait, de la grammaire, mais qui n'ont pas vraiment produit de résultats que je sache. Alors, je connais pas très bien le domaine, mais le fait est que les gens qui ont fait ChatGPT, etc., n'ont rien repris, en fait, de ces travaux. Oui, comme en vision, il y avait les travaux qui consistaient à essayer de repérer des êtres humains en prenant des cylindres pour les bras, une boule pour la tête, un cylindre pour le corps. C'est une méthode analytique qui a du sens, mais qui n'est pas le chemin des méthodes qui marchent aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais dans la communauté vision, ils étaient déjà allés vers des méthodes un peu statistiques, ils apprenaient des méthodes de régression linéaire, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu beaucoup de similitudes entre ce qu'ils faisaient, ce que faisait un réseau de neurones et ce que faisait leur méthode un peu hiérarchique où ils prenaient des fils de convolution, etc. Donc, c'est une communauté qui a mieux peut-être digéré, où il y a eu une vraie émulation et un apport. En météo, c'est d'autant plus vrai. C'est un peu comme si en vision, on n'avait que des images, en fait, avec des bouts de pixels, et que les gens qui faisaient du machine learning devaient systématiquement aller voir des experts de l'image qui reconstruisaient, en fait, c'est toutes les images dont les gens en machine learning ont besoin pour pouvoir apprendre. Alors, je pense qu'entre-temps, les gens de machine learning se seraient intéressés à ce problème de reconstruction. C'est probablement ce qu'ils vont faire dans l'Atmo. Ils vont dire, pour l'instant, on est tributaire des centres opérationnels pour avoir cette image 3D à un instant T. Il y a déjà, d'ailleurs, un travail chinois, Fengwu 4D-VAR, où en fait il réutilise une méthode qui s'appelle 4D-VAR pour faire ça, il la réimplémente avec des réseaux de neurones. Les résultats sont pas exceptionnels, mais c'est quand même, ils ont vite identifié le problème et ils ont fait un premier essai qui est quand même assez convaincant, quoi. Alors c'est quoi tes prochains travaux en IA? Alors ça, grande surprise pour moi, je suis en train de travailler avec un collègue sur technique du traitement d'image,
la reconnaissance d'images et génération d'images. Je m'y attendais pas trop, en fait, j'étais parti de la communauté machine learning parce que c'est une communauté où il y a plein d'émulations, mais il y a un truc qui est un peu flippant, je trouve, c'est le banc de macros, quoi. C'est le banc de macros où tous les macros changent de direction en même temps et vont en fait dans une autre direction. C'est l'impression que j'avais eue quand il y avait eu le Visual Transformer qui était apparu à ICLR 2021, je crois, enfin 2021 ou 2020, je sais plus, 2020. Ouais. Et là, d'un coup, tout le monde a dit les convenettes, donc les réseaux convolutifs, c'est has-been, on va tous faire des transformers pour la vision. Ouais. Et le fait est que ça a été pris massivement. Alors là, il y a Mamba, c'est le dernier truc à la mode qui est sorti, State Space Model, qui règle le problème d'attention quadratique. Donc je suis en train de me demander si le banc de macro n'a pas encore changé. Moi, j'ai fait ma thèse sur les propriétés des réseaux convolutifs pour la classification d'images. Il y a un côté un peu genre waouh. Donc tout ce que j'ai fait, ça intéresse plus personne, quoi. Ouais. Et voilà, c'est ça qui me faisait un peu flipper. Donc c'est pour ça que je suis allé aussi. Enfin, j'avais aussi envie de voir des choses un peu plus concrètes. L'océan, ça m'attirait pas mal. Ma conversion en océan s'est fait un peu par hasard. Je suis arrivé à Rennes pour des raisons personnelles. Il y avait un postdoc disponible. C'était le directeur d'équipe, Étienne Mémin, venait lui de la vision. En fait, il travaille sur l'estimation de mouvements pour reconnaître des fluides, enfin le mouvement des fluides à partir de photos. Donc c'est comme ça que j'ai fait en fait le changement de domaine. Je pensais pas y arriver, mais en fait voilà, c'est hyper excitant tout ce qui se passe en IA et ça m'a donné envie de retravailler là-dessus. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Stable Diffusion et les GAN. À un moment donné, c'était le GAN, il y en avait partout, c'était le futur. Et puis Stable Diffusion, j'ai l'impression, a tué les GAN, on n'entend plus parler, quoi. Alors qu'il y a plein de choses prometteuses, mais les gens ne vont pas chercher dans cette direction. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un rouvrera le dossier. Ouais, je pense que c'est encore plus brutal parce que autant les modèles de diffusion réutilisent des réseaux convolutifs pour faire du débruitage, donc c'était un peu la renaissance des réseaux convolutifs, ce qui fait que moi je m'y réintéresse aujourd'hui en fait avec mes connaissances sur les réseaux convolutifs. Mais c'est vrai que les GAN c'est hyper violent, quoi. Le truc, les gens disent oui, mais de toute façon ça va être problème de mode collapse, pas assez de variété, allez hop, à la poubelle. C'est pas impossible que ça réapparaisse, mais vu la performance des modèles de diffusion. Il y a un sacré écart à creuser. Ouais. Quel invité est-ce que tu nous suggères pour un prochain épisode ? J'ai réfléchi justement sur les modèles de diffusion. Il y a Valentin de Bortoli qui a fait le MVA avec nous, qui maintenant est chez DeepMind et qui a donc on s'entendait très bien quand on faisait le MVA. Enfin, on faisait pas mal de devoirs ensemble, on a fait des projets ensemble. Après, on s'est un peu perdu de vue en thèse et j'ai revu en juin dernier. Et là, lui, il est vraiment à la pointe sur ces modèles de score matching, diffusion score matching, denoising diffusion model. Il est vraiment à la pointe là-dessus et je pense que ce serait super intéressant de l'avoir, quoi. C'est vraiment un des Français qui fait parmi les choses les plus à la pointe dans le domaine, quoi. Super. Et merci beaucoup, Louis. Je t'en prie, c'est un plaisir.